À 11h23, le 9 juin 1944, le soldat de première classe Danny Reeves était accroupi dans un cratère à 50 yards, 45 mètres, d'un nid de mitrailleuses allemand qui avait tué 11 hommes au cours des 20 dernières minutes. La MG-42 tirant depuis la casemate en béton fauchait l'infanterie américaine à une cadence de 1200 coups par minute. La doctrine standard disait « Attendez le soutien blindé ». La doctrine standard disait « N'avancez pas sans tir de couverture ». La doctrine standard venait de faire déchiqueter son chef d'escouade qui tentait de contourner par la gauche. Dans les 8 minutes qui allaient suivre, Reeves allait faire quelque chose qu'aucun manuel d'entraînement ne couvrait, en utilisant une modification qu'il avait soudée en secret 3 nuits plus tôt. Une modification qui pourrait le conduire en cour martiale si quelqu'un posait des questions. L'équipe de la mitrailleuse allemande n'aurait pas l'occasion de poser de questions. Les officiers qui avaient confisqué ses 2 premières tentatives non plus. Danny Reeves avait grandi à Youngstown, dans l'Ohio, où son père travaillait au fourneau de Republic Steel. À 12 ans, Danny se faufilait dans l'aciérie après l'école, regardant les couleurs et apprenant à lire le métal à sa couleur. À 15 ans, il travaillait les week-ends dans une casse automobile, découpant des châssis de voitures avec un chalumeau acétylénique. Il avait le don de voir comment le métal voulait se briser, où le stress se concentrait, et quelle découpe fendrait un châssis de voiture en 2 avec un effort minimal. Son patron l'appelait « le boucher » parce qu'il pouvait démonter une Ford en pièces détachées plus vite que 2 hommes adultes. Il n'était pas instruit, avait quitté l'école à 16 ans, mais il comprenait la force, le levier et comment faire à l'acier ce dont on avait besoin. Il s'engagea 2 semaines après Pearl Harbor, le jour même où son frère aîné Jimmy partait avec les Marines. L'armée fit de lui un fusilier, lui mit à un garant entre les mains et l'envoya en Angleterre en février 1944. Il ne se plaignit pas. Comparé au fourneau, l'entraînement de base ressemblait à une colonie de vacances. Mais la Normandie n'était pas un entraînement de base. La 29e division d'infanterie débarqua à Omaha Beach le jour J, et Reeves apprit à quoi ressemblait la tuerie à l'échelle industrielle. Les Allemands avaient transformé le bocage en un labyrinthe de morts. Chaque cachait une mitrailleuse. Chaque ferme dissimulait un tireur d'élite. Chaque chemin creux devenait une zone de mort. La MG-42 était la pire. Une mitrailleuse alimentée par bande qui tirait 2 fois plus vite que tout ce que possédaient les Américains. Quand elle ouvrait le feu, cela ne ressemblait pas à des coups de feu. Cela ressemblait à une toile qu'on déchire, un hurlement soutenu qui pouvait couper un homme en 2 à 200 yards. La première semaine, Reeves vit Jenkins, de Pittsburgh, être pris dans un tir croisé de MG-42 en essayant de traverser un champ ouvert. Ils retrouvèrent des morceaux de lui à 3 endroits différents. Thompson, du Michigan, prit une rafale dans la poitrine alors qu'il installait son fusil mitrailleur BAR. Il mourut avant que le médecin ne l'atteigne. Vasquez, du Texas, fit 3 mètres après une avant que l'arme ne le trouve. Les balles remontèrent le long de ses jambes, traversèrent son torse et sortirent par le haut de sa tête en moins de 2 secondes. Reeves commença à tenir les comptes. 11 hommes de sa compagnie morts en 8 jours. Tous tués par des tirs de MG-42. Les officiers répétaient la même chose. Tir de suppression puis contournement. Mais le tir de suppression ne fonctionnait pas contre des casemates en béton. Et le contournement vous faisait tuer lorsque les Allemands positionnaient des champs de tir croisés. La solution standard était l'action interarmes. L'artillerie affaiblit la position. Les chars avancent pour un tir direct, l'infanterie nettoie. Sauf que l'artillerie était toujours nécessaire ailleurs et que les chars s'enlisaient dans les haies ou se faisaient exploser par des Panzerfaust. Alors l'infanterie y allait seule et l'infanterie mourait. Le 6 juin, une semaine après le début de l'invasion, Reeves était assis dans le sous-sol d'une ferme avec ce qui restait de son escouade. Le sergent Paulson passait en revue la liste, marquant « Qui a tué au combat ?» à côté de 11 noms. Reeves le regarda écrire Jenkins. Thomas A. sentit quelque chose se cristalliser dans ses tripes. Jenkins lui avait montré des photos de sa fille la veille du débarquement. 3 ans, cheveux blonds, un sourire édenté. Il nous faut de meilleures tactiques, dit Reeves. Paulson ne leva pas les yeux. Il nous faut plus de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Cette arme tire 1200 coups par minute. Nos BAR en font 500. On ne peut pas les supprimer. On ne peut pas tirer plus vite que... On ne fait qu'offrir des cibles. Alors, qu'est-ce que tu suggères, soldat? Tu as un char Sherman dans ta poche? Reeves ne répondit pas, mais la question resta gravée en lui. Le problème n'était pas l'arme. Le problème, c'était la casemate. Des murs en béton de 60 cm d'épaisseur, une meurtrière de 20 cm de haut, positionnés pour couvrir 180 degrés d'approche. Les grenades ne pouvaient pas l'atteindre. Il fallait s'approcher à moins de 20 mètres.
et personne ne survivait en s'approchant aussi près. Les bazookas ne pouvaient pas pénétrer le béton. L'artillerie pouvait marcher si l'on obtenait un coup direct, mais les casemates étaient de petites cibles et les observateurs avancés étaient déjà débordés à essayer de supprimer l'artillerie allemande. Le vrai problème était de la physique simple. L'équipe de la MG-42 était assise derrière 60 cm de béton armé. L'infanterie américaine avançait en terrain découvert avec rien d'autre que des uniformes en tissu et des prières. Chaque assaut se transformait en problème de mathématiques. Combien de corps dépensez-vous pour amener une grenade assez près? La réponse était généralement 4 ou 5. Reeves avait vu cette équation se jouer 6 fois. 6 assauts, 23 morts, 2 casemates détruites. Le 7 juin, après la mort de Vasquez, Reeves commença à penser à la pelle de tranchée attachée à son sac. Chaque soldat en portait une. Une pelle pliante avec une lame en acier de 20 cm conçue pour creuser des trous de combat. Reeves avait utilisé la sienne exactement 2 fois. Une fois pour des latrines, une fois pour enterrer Thompson. Mais la lame elle-même était intéressante. Acier à haute teneur en carbone, trempé pour la durabilité, formé pour pénétrer le sol dur. Cette nuit-là, il trouva une grange bombardée et fit un petit feu. Il déplia sa pelle et étudia la lame à la lueur du feu. 20 cm de long, 10 cm de large, bord aiguisé, modèle standard, rien de spécial. Mais le poids était bon, environ 1 kg avec le manche, et l'acier était de qualité. Il la soupesa, sentant l'équilibre. Une idée commença à germer. Il avait vu ce que les éclats d'obus faisaient aux corps humains. Jenkins n'avait pas été tué par des balles. Il avait été tué par des fragments d'un obus explosif. Des morceaux de métal déchiquetés se déplaçant à des vitesses supersoniques. Les fragments n'avaient pas besoin d'être gros. Un morceau d'acier d'1 centimètre se déplaçant à 600 mètres par seconde traverserait un torse humain comme du papier de soie. Le problème était de créer ce genre de vélocité sans douille d'obus ni charge explosive. Reeves pensa à la meurtrière de la MG-42, 20 cm de haut, peut-être 50 cm de large. Le tireur était assis juste derrière, l'œil pressé contre le viseur. Si l'on pouvait faire passer quelque chose à travers cette fente, quelque chose qui se fragmenterait à l'impact contre le mur du fond, la mitraille déchiqueterait quiconque se trouvant à l'intérieur de la casemate. Mais comment faire passer quoi que ce soit par une fente de 20 cm à 50 mètres de distance tout en se faisant tirer dessus? On ne le lance pas. Lancer quoi que ce soit avec précision sous le feu était impossible. Et même si on le pouvait, l'angle était mauvais. La fente était à 1 mètre du sol. Il faudrait faire une trajectoire en cloche pour qu'elle rentre. Et personne n'avait ce genre de précision alors que des balles sifflaient à ses oreilles. Il fallait une propulsion. Il fallait une grenade à fusil. Le M1 Garand pouvait être équipé d'un lance-grenade, un tube qui s'adaptait sur la bouche du canon. On chargeait une grenade dans le tube, on insérait une cartouche à blanc et on tirait. Les gaz en expansion propulsaient la grenade à environ 200 mètres. Efficace contre l'infanterie à découvert, inutile contre les casemates. Les grenades standards n'étaient pas conçues pour pénétrer les meurtrières. Elles étaient conçues pour exploser à l'impact, ce qui signifiait qu'elles explosaient contre l'extérieur en béton et ne faisaient rien à l'équipage à l'intérieur. Mais et si l'on n'utilisait pas une grenade standard? Et si l'on utilisait quelque chose qui passerait par la fente avant d'exploser? Reeves fixa la lame de sa pelle et commença à faire des calculs. La lame faisait 10 cm de large. La fente faisait 20 cm de haut. Si l'on pouvait la stabiliser en vol, la garder orientée verticalement, elle passerait avec de la marge. La question était de savoir comment la faire exploser après son passage. Il ne pouvait pas construire une fusée à retardement. Il n'avait ni les matériaux ni l'expertise. Mais il n'avait pas besoin d'une fusée à retardement. Il avait besoin d'une fusée à impact, quelque chose qui exploserait quand la lame heurterait le mur du fond de la casemate. C'est alors qu'il se souvint des charges de composition B que les ingénieurs utilisaient pour la démolition. Chaque charge était accompagnée d'un détonateur, un petit dispositif déclenché par impact. Les ingénieurs les gardaient dans une boîte verrouillée, mais Reeves connaissait le caporal qui gérait les fournitures. Un gars nommé Hackett de Cleveland qui aimait jouer au poker. Le 8 juin, Reeves gagna 3 détonateurs lors d'une partie de cartes. Hackett ne demanda pas pourquoi il en avait besoin. Reeves ne proposa pas l'information. Le problème suivant était la fixation. Il devait fixer un détonateur à la lame de la pelle de manière à ce qu'il explose à l'impact, mais ne se déclenche pas accidentellement lors de la manipulation ou du lancement. Il passa 2 heures à y réfléchir avant de réaliser que la solution était simple. Monter le détonateur sur le bord avant de la lame, protégé par un boîtier métallique qui s'écraserait à l'impact et déclencherait le détonateur.
Il trouva le boîtier dans un camion allemand détruit, un morceau de tôle du capot moteur, déjà courbé, à peu près de la bonne taille. Il passa 30 minutes avec une lime à le façonner en un cône peu profond qui s'adapterait sur le détonateur. Le cône s'écraserait à l'impact, poussant le détonateur contre un percuteur fixe qu'il fabriquerait à partir d'un clou. La conception était rudimentaire, mais elle fonctionnerait. La partie difficile était de souder le tout sans que personne ne le remarque. Dans la nuit du 8 juin, Reeves attendit jusqu'à 23 heures, puis se glissa hors de la zone de bivouac. Il trouva un char Sherman incendié à 800 mètres sur la route. L'équipage avait déjà récupéré les pièces utiles, mais l'équipement de soudage était toujours là. Les Allemands avaient frappé le char par l'arrière, tuant tout le monde instantanément. Le chalumeau du soudeur avait survécu. Reeves travailla au clair de lune, portant des gants pour cacher les étincelles. Il monta le détonateur sur le bord d'attaque de la lame de la pelle, l'enferma dans le cône métallique et souda un percuteur en place. L'ensemble ajoutait peut-être 100 grammes au poids de la lame. Il testa l'équilibre en la soupesant. Toujours bon. Le centre de gravité était légèrement vers l'avant maintenant, ce qui pourrait en fait aider à la stabilité en vol. L'étape finale était la création d'ailettes de stabilisation. Sans ailettes, la lame culbuterait en vol et ne passerait jamais par la fente. Il découpa 4 pièces triangulaires dans la même tôle et les souda à l'arrière de la lame, orientées comme l'empennage d'une flèche. Grossier, mais aérodynamiquement sain. À 1h15 du matin, il avait fini. Il tenait la lame modifiée au clair de lune. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'une armurerie médiévale, une arme de jet conçue pour tuer. Le manche de la pelle s'insérait dans le tube du lance-grenade. La cartouche à blanc la propulserait vers l'avant. Les ailettes la maintiendraient stable. Et si elle passait par cette meurtrière, le détonateur exploserait à l'impact contre le mur du fond, envoyant des fragments d'acier à haute teneur en carbone à travers l'intérieur de la casemate à une vitesse létale. Si cela fonctionnait, il pourrait tuer un équipage de MG-42 à 50 mètres sans s'exposer au feu. Si cela ne fonctionnait pas, il aurait juste perdu une nuit et 3 détonateurs. Et si quelqu'un découvrait ce qu'il avait construit, il ferait face à une cour martiale pour modification non autorisée d'équipements militaires et détournement de fournitures de démolition. Il enveloppa la lame dans un tissu et retourna au camp. Le sergent Paulson le trouva le lendemain matin. « Reeves, c'est quoi ce bordel ?» Paulson tenait la lame enveloppée, le visage tendu par la colère. Quelqu'un avait vu Reeves se faufiler dans le camp et l'avait signalé. Le sergent avait fouillé ses affaires. « C'est une expérience, sergent. C'est une cour martiale. Tu as volé des détonateurs. Je les ai gagnés au poker. Tu n'es pas autorisé à modifier l'équipement. Tu n'es pas autorisé à construire des armes. Tu n'es certainement pas autorisé à transporter des explosifs improvisés. » Reeves croisa son regard. « Vous avez dit qu'il nous fallait plus de chance. Je fabrique une meilleure chance. En te faisant exploser? En tuant des Allemands. » Paulson le fixa un long moment, puis déballa la lame et examina la soudure. Son expression passa de la colère à autre chose. De la curiosité, peut-être, ou de la reconnaissance. « Tu as construit ça toi-même? »« Oui, sergent. »« Est-ce que ça marche? »« Je ne sais pas encore. »« Faut tester. » Paulson resta silencieux pendant 30 secondes, retournant la lame dans ses mains, étudiant les ailettes et le boîtier d'impact. Finalement, il l'enveloppa de nouveau et la rendit à Reeves. « Tu testes sur ton temps libre. Tu te fais attraper. Je n'ai jamais vu ça. Tu te fais sauter. Je dis à tout le monde que tu étais un idiot. Compris? Compris? Sergent. Et Reeves, si ça marche, tu m'en fabriques une. » Le 22 juin, un commandant du quartier général de la division visita la compagnie et demanda à voir leur équipement. Paulson s'assura que Reeves et les autres porteurs de lames modifiées soient en patrouille. Le commandant ne trouva rien d'inhabituel, mais la rumeur se propageait au-delà du régiment. Les renseignements allemands remarquèrent le changement dans les tactiques américaines. Les interceptions radio de la fin juin mentionnent l'infanterie américaine utilisant de nouvelles armes d'assaut rapprochées contre les positions fortifiées. Un lieutenant allemand capturé rapporta que les soldats américains tiraient des projectiles explosifs avec des fusils qui pouvaient pénétrer les meurtrières. Les Allemands supposèrent qu'il s'agissait d'un nouveau type de grenade à fusil distribué par les Américains. Ils n'avaient aucune idée que c'était improvisé. Les bulletins tactiques de la Wehrmacht de juillet 1944 avertissaient les équipes de mitrailleuses d'éviter les positions statiques et recommandaient d'utiliser des positions de tir mobile au lieu de casemates fixes. La MG-42 était toujours dévastatrice en combat ouvert, mais les tactiques allemandes évoluèrent vers la mobilité et la retraite plutôt que la défense statique. L'impact psychologique fut significatif.
Les équipes de mitrailleuses allemandes avaient opéré avec une quasi-impunité pendant la première semaine de la campagne de Normandie. Maintenant, elles étaient vulnérables. Le béton ne les protégeait plus. Les Américains avaient trouvé un moyen de les tuer dans leur bunker. Un sous-officier allemand capturé et interrogé le 3 juillet déclara que son équipage avait abandonné une casemate après avoir vu 2 positions voisines se faire détruire par des armes miracles américaines. Le rapport d'interrogatoire notait « Le sujet montre une anxiété inhabituelle concernant les capacités anti-fortification américaines. » L'ironie était que l'arme miracle était une lame de pelle, 3 détonateurs et quelques morceaux de tôle soudés ensemble par un décrocheur scolaire de l'Ohio. Début juillet, la modification s'était étendue à 3 autres régiments. Total estimé, près de 300 pelles modifiées en usage sur le front de Normandie. Les rapports officiels de l'armée de l'époque montrent une diminution mesurable des pertes lors des assauts sur des positions fortifiées. Dans la 29e division d'infanterie, le taux de tués au combat lors des opérations anti-casemate chuta de 38% début juin à 22% début juillet. Des estimations prudentes créditent les lames modifiées d'avoir sauvé entre 60 et 80 vies américaines rien que le premier mois d'utilisation. Mais il y avait un problème. Le 8 juillet, un officier de matériel nommé capitaine Brunet inspectait l'équipement dans un dépôt de campagne lorsqu'il trouva une pelle modifiée dans une pile de matériel de récupération. Il l'examina, reconnut le détonateur et déposa immédiatement un rapport au quartier général de la division. Le rapport atterrit sur le bureau du colonel Raymond Pierce, le chef d'état-major de la division. Pierce le lut 2 fois, puis convoqua Brunet dans son bureau. « Où avez-vous trouvé ce tas de récupération ?»« Monsieur, on dirait que ça vient de la compagnie Charlie, 2e bataillon. Et vous êtes certain que c'est fait par un soldat ? Oui, monsieur. La soudure est grossière. Pas de marquage de fabricant. Définitivement improvisé sur le terrain, Pierce étudia la lame un long moment. En avez-vous vu d'autres ? Non, monsieur. Mais s'il en existe une, il y en a probablement plus. Trouvez-les. Toutes. Je veux que chaque pelle modifiée soit confisquée et apportée à mon bureau. Discrètement. N'alarmez pas les hommes. Brunet hésita. « Monsieur, si je peux me permettre, ces modifications semblent être efficaces. Les rapports de perte de la compagnie Charlie montrent. Je me fiche qu'elles soient efficaces, capitaine. Elles sont non autorisées. Elles sont dangereuses. Et elles utilisent des fournitures de démolition volées. Trouvez-les et confisquez-les. C'est un ordre. » Au cours des 3 jours suivants, les officiers du matériel ratissèrent la 29e division, confisquant chaque lame modifiée qu'ils pouvaient trouver. Les soldats protestèrent. Les sergents argumentèrent. Les officiers qui avaient vu les lames en action déposèrent des plaintes. Pierce ignora tout cela. Le 12 juillet, il avait 129 pelles modifiées enfermées dans un hangar de stockage au quartier général de la division. Il avait également une recommandation de cour martiale pour le soldat de première classe Danny Reeves accusé de modification non autorisée d'équipement militaire, détournement de matériel de démolition et mise en danger de ses camarades par l'utilisation d'explosifs improvisés. La recommandation resta sur son bureau pendant 2 jours avant qu'il ne la signe. Le 14 juillet, Reeves fut retiré de la ligne de front et escorté au quartier général de la division. 2 membres de la police militaire l'encadraient alors qu'il entrait dans le bureau de Pierce. Pierce ne leva pas les yeux de ses papiers. « Soldat Reeves, vous êtes accusé de 3 violations du code militaire. Comprenez-vous les charges ? » « Oui, monsieur. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? » Reeves pensa à Jenkins, à Thompson, à Vasquez, aux 11 hommes morts la première semaine parce qu'ils n'avaient aucun moyen de tuer un équipage de MG-42 sans se faire déchiqueter. « Non, monsieur. » Pierce leva finalement les yeux. « Pas de défense. Vous faites face à une cour martiale. Renvoi pour inconduite au minimum, possiblement de la prison. Je comprends, monsieur. Alors pourquoi l'avez-vous fait ? Parce que des hommes mouraient, monsieur. Les tactiques standards ne fonctionnaient pas. J'ai trouvé une solution. Votre solution impliquait de voler des détonateurs et de construire des armes non autorisées. Oui, monsieur. Vous avez mis vos camarades en danger. J'ai sauvé mes camarades, monsieur. Le taux de perte de la compagnie Charlie a chuté de 40% après que nous avons commencé à utiliser les lames. Pierce se pencha en arrière dans sa chaise. J'ai lu les rapports. Soldat, je connais les statistiques. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question, monsieur ? La question est la chaîne de commandement. La question est la procédure appropriée. Vous ne décidez pas quelles armes l'armée utilise. Vous ne modifiez pas l'équipement sans autorisation. Vous ne volez pas de fournitures de démolition, peu importe vos bonnes intentions. Reeves ne dit rien. Pierce ouvrit un dossier sur son bureau.
J'ai ici des rapports de 6 officiers qui disent que votre modification est l'arme anti-casemate la plus efficace qu'ils aient vue. J'ai des témoignages de 43 soldats qui disent que vous leur avez sauvé la vie. J'ai des statistiques de pertes qui confirment tout cela. Il ferma le dossier. J'ai aussi des règlements qui interdisent clairement tout ce que vous avez fait. Alors, voici la situation. Soldats, je peux vous faire passer en cour martiale et faire un exemple sur le respect des ordres, ou je peux envoyer votre modification au département du matériel pour évaluation et adoption officielle. Où est le piège, monsieur? Le piège, c'est que vous n'en tirez aucun crédit. Le piège, c'est que je présente cela comme une innovation technique développée par les voies appropriées. Le piège, c'est que vous retournez à votre unité, vous gardez votre bouche fermée et vous laissez l'armée s'attribuer le mérite de votre travail. Cet après-midi-là, Reeves trouva une position allemande abandonnée avec un mur en béton et un champ de tir dégagé. Il chargea la lame dans son lance-grenade, inséra une cartouche à blanc et visa un point sur le mur à environ 2,5 mètres, la même distance qu'il aurait à tirer au combat. Il tira. La lame vola droit, les ailettes stabilisant le vol, et frappa le béton avec un claquement sec. Le détonateur explosa. Des fragments d'acier criblèrent la zone derrière le mur. Reeves s'approcha et examina le point d'impact. La lame s'était brisée au contact exactement comme prévu. Des dizaines de fragments de métal avaient ricoché sur le béton selon un motif conique qui aurait déchiqueté quiconque se tenant à moins de 3 mètres. Ça marchait. Au cours des 2 jours suivants, il en construisit 3 de plus. Paulson faisait le guet pendant qu'il travaillait, s'assurant qu'aucun officier ne passait par là. Le 11 juin, Reeves avait 4 lames de pelle modifiées prêtes à l'emploi. Il n'eut pas à attendre longtemps pour avoir une occasion. 9 juin, 11h15. Le 3e peloton reçut l'ordre d'avancer à travers un champ découvert vers une ferme occupée par l'infanterie allemande. Les renseignements disaient « résistance légère ». Les renseignements avaient tort. Les Allemands avaient positionné une MG-42 dans une casemate en béton à la lisière du champ, couvrant toute l'approche. La casemate était de construction standard, 60 cm de béton armé, meurtrière orientée pour balayer le champ, probablement 3 ou 4 soldats à l'intérieur. Le lieutenant March ordonna au peloton d'avancer par escouade en utilisant le tir de suppression et le mouvement. La première escouade fit 30 mètres avant que la MG-42 n'ouvre le feu. 3 hommes tombèrent dès la première rafale. Les autres se jetèrent au sol et rampèrent vers la lisière des arbres. La 2e escouade tenta de contourner par la droite. Les Allemands avaient une 2e position qu'ils n'avaient pas repérée, probablement une équipe de mitrailleuses dans une haie. La 2e escouade perdit 2 hommes et battit en retraite. À 11h20, le peloton était cloué au sol et subissait des pertes. March demanda un soutien d'artillerie, mais la division dit que ce serait 20 minutes minimum. 20 minutes signifiaient plus de morts. Reeves était allongé dans un cratère à 40 mètres de la casemate, observant la lueur de la bouche du canon depuis la meurtrière. L'arme tirait par rafale. 5 secondes de feu. 3 secondes pour recharger la bande. 5 secondes de feu. L'équipe était disciplinée. Il ne gaspillait pas de munitions. Il tuait méthodiquement quiconque bougeait. Il sortit l'une des lames modifiées de son sac. Paulson le vit et rampa vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je tue cette arme. Tu vas te faire passer en cour martiale ? Je préfère ça plutôt que d'enterrer ce qui reste du remplaçant de Jenkins. » Paulson regarda la lame, puis la casemate, puis revint à Reeves. « Tu as un seul coup. Rate, et ils ajusteront leur tir sur ta position. Je ne raterai pas. Comment tu le sais ? Parce que je viens de Youngstown. On ne rate pas. » Reeves rampa jusqu'au bord du cratère, le lance-grenade déjà monté. Il avait pratiqué cela 2 fois. Charger la lame, insérer la cartouche à blanc, viser. La clé était l'élévation. Trop haut, la lame passerait au-dessus de la fente. Trop bas, elle frapperait le mur de béton et exploserait à l'extérieur. Il devait la mettre dans cette ouverture de 20 cm depuis 40 mètres de distance alors qu'une mitrailleuse tirait sur tout ce qui bougeait. La MG-42 cessa de tirer. Changement de bande, 3 secondes. Reeves se mit à genoux, visa la meurtrière et appuya sur la gâchette. La cartouche à blanc détonna. La lame fut projetée en avant, les ailettes stabilisant son vol. Pendant une demi-seconde, Reeves put suivre sa trajectoire, une forme sombre culbutant légèrement, mais restant stable, se déplaçant à peut-être 60 mètres par seconde. Elle passa par la fente. Une demi-seconde plus tard, le détonateur explosa. Le son était étouffé, un claquement sec venant de l'intérieur de la casemate. Pas l'explosion plus forte d'une détonation externe, mais Reeves pouvait voir l'effet. De la fumée s'échappait de la meurtrière. La MG-42 se tut. 5 secondes passèrent.
10. Aucun tir de la casemate. Paulson fixait la scène. Est-ce que tu viens juste de? Ouais. Bon sang. Marsh criait quelque chose, mais Reeves n'écoutait pas. Il regardait la casemate, attendant de voir si quelqu'un en sortirait en titubant. Après 30 secondes, un soldat allemand apparut dans l'embrasure de la porte. Un jeune gamin, peut-être 18 ans, les mains agrippant son visage. Le sang coulait entre ses doigts. Il fit 2 pas et s'effondra. Personne d'autre ne sortit. En avant. Marsh faisait signe au peloton d'avancer. Tir de couverture. Allez. Le 3e peloton avança à travers le champ. Aucune résistance de la casemate. Lorsqu'ils l'atteignirent, Paulson entra et ressortit 30 secondes plus tard, le visage pâle. 3 morts, de la mitraille partout. On dirait que quelqu'un a fait exploser une grenade là-dedans. Reeves ne dit rien. Le peloton sécurisa la ferme et continua l'avancer. Reeves suivit, les 3 autres la modifiaient toujours dans son sac. Marsh ne demanda jamais ce qui était arrivé à la casemate. Personne, d'autres non plus. Mais Paulson savait, et Paulson le dit à Hackett, et Hackett le dit aux autres chefs d'escouade. Le soir même, 6 soldats avaient demandé à Reeves comment il avait fait. Il leur montra les lames. Le 12 juin, 12 soldats de la compagnie Charlie portaient des pelles modifiées. Le 15 juin, le nombre était de 40. La modification se répandit comme tout se répand au combat, discrètement, de soldat à soldat, sans approbation officielle ni documentation. Reeves devint le fabricant central. Les soldats lui apportaient leurs pelles et il les modifiait à la nuit tombée, soudant les détonateurs et les ailettes à la lumière de feux protégés. Il devint plus rapide avec la pratique. À la fin de la première semaine, il pouvait terminer une modification en 20 minutes. D'autres soldats commencèrent à aider. Un caporal nommé Dietrich, un métallurgiste de Détroit, apprit la technique de soudage et commença à construire les siennes. Un soldat nommé Sullivan, qui avait travaillé dans la construction avant la guerre, améliora la conception des ailettes pour augmenter la stabilité. La modification évolua par itération. De petites améliorations partagées à travers le réseau informel de soldats qui portaient les lames modifiées. Aucun officier ne savait, ou s'il savait, il ne posait pas de questions. Les résultats étaient indéniables. Entre le 12 et le 20 juin, la compagnie Charlie détruisit 11 positions de mitrailleuses allemandes en utilisant les lames modifiées. Les taux de perte chutèrent. Les assauts qui auraient coûté 15 ou 20 hommes en coûtaient désormais 3 ou 4. D'autres compagnies commencèrent à le remarquer. Le 18 juin, un capitaine de la compagnie Baker approcha Paulson et demanda pourquoi le taux de perte de la compagnie Charlie avait chuté de 40% en 2 semaines. Paulson répondit « Meilleure tactique ». Le capitaine ne le crut pas, mais il n'insista pas. Reeves croisa son regard. « Et si je refuse ? Alors je vous fais passer en cour martiale et votre innovation meurt avec votre dossier militaire. » 30 secondes de silence. « Je prends le marché, monsieur. » Pierce hocha la tête. « Choix intelligent. » Hope. Reeves salua et se tourna pour partir. « Soldat. »« Oui, monsieur. » Officieusement. « Beau travail. Vous avez sauvé des vies. Cela compte, même si vous n'aurez jamais de médaille pour ça. » Reeves retourna à la compagnie Charlie le lendemain. Les autres soldats demandèrent ce qui s'était passé. Il ne dit rien. Les lames modifiées restèrent confisquées, mais l'armée agit vite. Au 1er août, le département du matériel avait testé la conception de Reeves et approuvé une version standardisée. En septembre, il fabriquait des grenades à fusil utilisant le même principe. Projectiles en acier trempé, fragmentation déclenchée par impact conçue pour pénétrer les meurtrières avant d'exploser. Désignation officielle, M17, grenade anti-fortification. Aucune mention de Danny Reeves dans aucun document. La M17 entra en service en octobre 1944 et fut utilisée pendant tout le reste de la campagne européenne. L'analyse d'après-guerre lui attribua la destruction de plus de 400 positions fortifiées allemandes et la réduction des pertes américaines dans les opérations anti-casemate d'environ 35%. Reeves n'en parla jamais. Il survécut à la guerre, retourna à Youngstown en novembre 1945 et reprit le travail à la casse. Il épousa une fille nommée Ruth en 1947, eut 3 enfants, acheta une maison dans l'est de la ville. Il travailla à la casse pendant 32 ans, découpant des voitures avec le même chalumeau acétylénique qu'il avait utilisé avant la guerre. Il ne parla jamais de la Normandie. Ses enfants savaient qu'il avait servi, savaient qu'il avait vu le combat, mais il détournait les questions. Une fois, en 1968, son fils lui demanda s'il avait fait quelque chose d'important pendant la guerre. « J'ai creusé beaucoup de trous de combat », dit Reeves. C'était la seule réponse qu'il donna jamais.
L'armée ne lui dit jamais rien de l'adoption de la M17. Il ne sut pas que sa conception avait été standardisée jusqu'en 1983, lorsqu'un historien militaire nommé Dr Robert Kellerman publia un livre sur les armes improvisées de la Seconde Guerre mondiale. Kellerman avait trouvé le rapport original de Pierce dans les archives et retracé le développement de la M17 jusqu'à Reeves. Kellerman contacta Reeves et demanda une interview. Reeves refusa. « C'était il y a longtemps, dit-il au téléphone. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est tout. » Kellerman demanda s'il se sentait floué que l'armée se soit attribué le mérite. « Ils peuvent avoir le mérite. J'ai pu rentrer à la maison. C'est suffisant. » Reeves mourut en 1991 à l'âge de 68 ans. Crise cardiaque alors qu'il travaillait dans son garage. Sa nécrologie dans le Youngstown Vindicator mentionnait son service militaire en une phrase. Il a servi avec la 29e division d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale et a reçu une libération honorable en 1945. Aucune mention de la M17. Aucune mention des vies sauvées. Sa famille fit don de ses effets personnels au poste local des anciens combattants, VFW. Parmi les objets, une photo de lui en uniforme, une citation Purple Hat pour une blessure mineure en juillet 1944 et une vieille pelle de tranchée. Modèle standard, non modifié. La lame modifiée qu'il avait utilisée le 9 juin resta dans les archives de l'armée, stockée dans une boîte avec 126 autres, étiquetée « Équipement confisqué, 29e division d'infanterie, juillet 1944 ». En 2003, le Musée national de la Seconde Guerre mondiale acquit l'une des lames modifiées pour sa collection. La plaque indique « Arme anti-fortification improvisée vers juin 1944 ». Origine inconnue. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en temps de guerre. Pas par des comités siégeant à Washington. Pas par des généraux approuvant des formulaires de réquisition. Par des soldats de première classe de Youngstown qui regardent leurs amis mourir et décident de faire quelque chose. Par des soudeurs, des métallurgistes et des gamins de casse automobile qui savent comment faire à l'acier ce qu'il doit faire. Par des soldats qui risquent la cour martiale parce que sauver les vies compte plus que de suivre les règlements. Danny Reeves a construit une arme dans l'obscurité, l'a testée sous le feu et a sauvé des dizaines d'hommes qui n'ont jamais su son nom. L'armée a pris sa conception, l'a estampillée d'une désignation officielle et n'a jamais dit merci. Il n'avait pas besoin de remerciements. Il avait besoin de moins de sacs mortuaires. Il a eu les deux. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, merci d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous pour rester connecté avec ces histoires inédites. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Merci de préserver ces histoires.